Bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to OBM. Aujourd'hui, on reçoit Marine, OBM. Écoute, Marine, ce que je te propose, pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite, c'est que tu nous racontes ton parcours depuis tes débuts en tant que Customer Care Manager, c'est ça? Ouais, même office Jusqu'à manager. Office Manager, jusqu'à Mmh. devenir OBM. Et en particulier, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une expérience, une collaboration que tu as eue avec un de tes clients et la croissance exponentielle que vous avez eue ensemble durant ces 2 dernières années. Salut Ok. Marine. Hello. Bah, déjà, merci à vous deux de me recevoir. Je suis trop contente de faire partie de l'épisode et puis pouvoir partager avec votre audience. Alors moi, comment c'est venu à moi? Essentiellement parce que j'ai travaillé 7 ans en start-up avant d'être à mon compte. Donc j'étais office manager, comme je te disais Sam. Du coup, j'avais en gestion un coworking à mes tout débuts. Donc j'ai vu pas mal de typologies de start-up et c'était aussi un incubateur. Donc ça m'a permis d'avoir tout l'écosystème entrepreneurial parisien à portée de main, les VC, les levées de fonds, les faillites. J'ai un peu tout vu. J'étais aux premières loges. Du coup, ça m'a pas mal forgé. Évidemment, ça m'a titillé en me disant et ça se passe comment quand je vais dans la start-up en elle-même. Du coup, à la suite du coworking, j'ai décidé de faire deux CDI en start-up, en propre. Et donc, j'avais un job où j'ai tout créé de zéro, le pôle d'office management administratif RH, parce qu'il y avait absolument rien. Ils étaient au début de l'équipe. Et la deuxième expérience, c'était ils étaient 50, ils voulaient être 100 en l'espace de 6 mois. Donc, j'ai très vite compris aussi les enjeux de scaling lors de cette mission-là. Et à la suite de ça, évidemment, à force de côtoyer des entrepreneurs, tu te dis pourquoi pas moi. C'est bon, je crois que j'ai un peu compris comment ça se passe. Et du coup, je me suis lancée à mon compte, mais en pleine période Covid. Du coup, en tant qu'office manager, souvent on te demande d'être dans les locaux. Moi, j'habitais plus Paris, tout mon réseau était parisien. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, OK, je vais aller aider des entrepreneurs. Et j'avais une très grosse casquette avec les humains en général. Donc, je me suis dit, pourquoi je ferais pas de la relation client? Ça m'attirait. Du coup, j'ai eu cette fameuse casquette dont tu parlais de Customer Care. J'ai commencé à développer ça, puis en fait, chasser le naturel est remis au galop. Quand je suis rentrée dans les business en tant que Customer Care, j'ai vu plein de choses et j'ai dit OK, on va traiter ça, ça, ça. Et puis petit à petit, en fait, j'ai découvert le métier d'OBM grâce à vous. Je me suis dit en fait, je suis un peu OBM malgré moi depuis 2 ans. Et c'est comme ça où j'ai vu que en fait, finalement, j'avais jamais perdu cette casquette-là d'office manager et que j'avais un peu tout raccroché mes wagons et fait mon propre job en fait à chaque fois que je rejoignais un client. Donc c'est un peu comme ça que c'est venu à moi, mais finalement c'est un peu fil conducteur aussi, tu vois, sur toute l'expérience. Super. C'était Mm. quel coworking que tu bossais à Paris? Chez 50 Partners. Ah, je connais pas celui-là. Ouais, ouais, ouais. Ok, Souvent c'est The Family les plus connus, mais du coup ouais, il y a aussi. cool. Bah écoute, Ouais, raconte-nous comment du coup t'as contribué à... Voilà, puisqu'on va parler de ce cas précis, ouais. puisque c'est ça vraiment qui va pouvoir nous permettre de tirer un maximum de pépites de ton parcours durant ces 2 dernières années. Oui. Explique-nous un petit peu, voilà, comment tu as contribué à la croissance exponentielle de l'entreprise de ton client avec qui tu Quel bosses stade encore t'es aujourd'hui. arrivé et où est-ce que vous en Ok. êtes Explique-nous aujourd'hui? un peu le contexte, ouais. Ok, alors il y a un peu deux niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture, on va dire, stratégique du business et le niveau de lecture de moi, OBM, parce que forcément, ça n'a pas C'est été ça. la posture d'OBM bras droit tout de suite. Niveau lecture, stratégie business, en fait, ce que j'ai très vite compris, c'était que c'était pas scalable dans l'état où c'était. En fait, j'avais un client qui avait des ambitions d'aller au million d'euros, mais en fait, il était déjà codépendant de son propre programme en ligne, puisque moi, j'accompagne essentiellement des business coachs et du coup, des formateurs. Et du coup, il avait tout capitalisé sur son image. Donc, il était dépendant sur les lives, il était dépendant dans les modules, dans l'accompagnement client. Donc, on a un peu déconstruit tout ça en disant, OK, il faut créer une équipe. Va falloir partager la vision, va falloir déléguer à des personnes parce que si tu veux atteindre le million, on peut pas faire 3 promos par an, à moins qu'on fasse du très high ticket, mais sur son avatar client, ça fonctionnait pas du tout. Donc déjà, ça a été revoir la tactique. Parce que, OK, je veux bien t'amener là, mais il va falloir déjà qu'on revoie la dynamique interne. Et du coup, j'ai fait une promotion sur 3 mois. Et au bout des 3 mois, il me dit, OK, on a fini en juin. Il m'a dit, à partir de septembre, j'aimerais qu'on fasse un lancement par mois et plus 3 par an. Et là, j'ai dit, bon, OK, on y va. Du coup, on a passé un été à travailler ça. Donc, quête numéro 1, ça a été, on va chercher plus de clients. Et comment on fait? Quel process on met en place pour ça? Hmm. Donc ça, c'était vraiment le focus, on va dire, 2022. Et après, arrivé début 2023, comme on était très bien sur notre tunnel de lancement, on a vu que ça fonctionnait, on avait des premiers feedbacks clients, etc. Et ça, voilà, on sentait qu'on était sur la bonne voie. Ça a été OK, comment on gagne plus d'argent? Parce qu'on avait mis beaucoup d'investissement sur la livraison. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, c'est cool, mais il va falloir faire un peu plus de profit, un peu plus de marge. Et en plus, on avait agrandi l'équipe, du coup, pour l'accompagnement. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on amortit tout ça? Et là, on est parti chercher la valeur. Donc, on s'est dit, comment on implémente dans le produit
des choses que nos concurrents faisaient pas sur le marché, pour se dire comment on va remettre le prix un peu au bout du jour et l'augmenter progressivement en fonction de toutes les améliorations qu'on faisait sur le produit, et chercher l'autorité sur le marché. Du coup, on a été passé la certif Calliope. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur la deuxième année. Et là, sur l'année 2024, la stratégie, ce sera la rétention client. Parce que du coup, on a un NPS aujourd'hui de 82%, un super taux de satisfaction. Et c'est un peu le pilier qu'on a délaissé là dans la livraison parce qu'il y avait tellement de choses. Donc ça, c'est ça. Et passer en evergreen au lieu du lancement. Comme ça, au moins, on peut accueillir n'importe qui, n'importe quand, toute l'année. Ça, c'est vraiment la tactique pure et dure. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai vu grâce à cette casquette de Customer Care en me disant, OK, on a un vrai potentiel, mais voilà les limites. Voilà comment on transforme tout ce qu'on a fait. Et la casquette plus OBM, ça a été plus, dans un premier temps, on va dire Customer Care pur et dur, en disant voilà, je vois avec les clients ce qui se passe, je prends mon lead sur mon pôle. Moi, il y avait rien à mon arrivée, donc j'ai créé déjà un pôle de zéro. Donc en termes de confiance avec le CEO, forcément ça se crée déjà parce que on arrive et on est déjà un peu intrapreneur dans le business de quelqu'un d'autre, donc on développe déjà cette casquette-là, et donc ça envoie déjà le signal vert pour la personne en disant ok, bon profil d'adaptation et qui va pouvoir m'aider à construire. Et puis après, dans un deuxième temps, ça a été, moi j'ai vu plein d'autres sujets. Plus la team s'agrandissait, plus en fait je voyais que le CEO que j'accompagnais, il avait été trop solopreneur par avant, très autodidacte et pas du tout team leader. Et il était en train d'apprendre sur le tas, sauf que moi j'ai vécu en start-up pendant 7 ans, donc je savais gérer une équipe. Donc du coup j'ai commencé à l'aider sur ces sujets-là en disant pourquoi on mettrait pas ci en place, pourquoi on ferait pas ci comme ça, etc. Et petit à petit j'ai commencé à grappiller, j'ai vu des choses sur le pôle sales qui pour moi était un peu dommage, on pouvait améliorer des process, donc j'ai commencé à contribuer avec le head of sales, et ainsi de suite. Et donc du coup, là, en 2 ans, à force d'avoir mis un pied partout, on s'est dit, ok, c'est Shiva, mais non, pas du tout, c'est juste UOBM. Je suis arrivée, je suis venue vous aider, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment co-construit avec la confiance des équipes et puis les problématiques que je voyais apparaître en me disant, pourquoi est-ce que ça, on pense pas différemment, quoi. Et pendant ce temps-là, tu avais toujours la casquette, l'étiquette de Customer Care Manager tout au long où, au final, au bout d'un moment, l'étiquette, ça voulait plus dire grand-chose, quoi. Alors en fait, l'étiquette, c'était, si t'as une question, tu demandes à Marine. Donc il y avait ça. C'était même plus un job, je crois. À un moment donné, il y a eu la passation. Aujourd'hui, c'est OBM. Et oui, pendant longtemps, j'ai été Customer Care parce que je suis restée en charge du pôle livraison. Aujourd'hui, je suis toujours en charge du pôle livraison. Donc là, je recrute une équipe pour le déléguer à 100% à la fin de l'année. Mais oui, j'ai encore cette casquette-là, et beaucoup de gens, c'est la client success. Mais en fait, tous ceux qui sont dans l'équipe disent non, en fait, c'est si un tel n'est pas là, tu demandes à Marine. Ou si tu sais pas, il y a Marine, quoi. Donc certains me surnomment même ChatGPT, tu vois, dans la boîte. Donc tu sens que le job position, enfin l'étiquette, tout le monde a mis un peu l'étiquette qu'il voulait, mais tu sens que c'est vraiment transverse pour le coup, ouais. Ouais. Comment, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement l'évolution dans ton changement de posture à partir du moment où toi, alors peut-être avant de commencer, comment toi tu as découvert le rôle d'OBM? Ouais. Qu'est-ce que ça a shifté chez toi? Et ensuite, comment est-ce que tu as amené la compréhension de ce rôle sans forcément te mettre une étiquette auprès de ton client, et comment du coup votre relation elle a évolué? Ah ouais, super question. Et écoute, moi, ouais, parce que c'est vrai que c'est souvent on me le demande, et c'est vrai que déjà ça prend énormément de temps. Je tiens à dire, spoiler alerte, ça se fait pas en un jour, et c'est pas parce que t'arrives, tu dis je suis ton bras droit que l'autre tu dis j'en ai déjà un, merci, donc ça ira. Du coup ça se passe souvent comme ça, tu dis ok, je vais pas y aller en frontal. Donc moi j'ai décidé de pas y aller en frontal. Déjà comment j'ai su pour le job, c'est parce qu'en fait je suis tombée sur toi, une chaîne YouTube avec une vidéo de toi un samedi, et j'étais un peu en quête de sens parce que moi je sentais que j'avais un potentiel mais que j'allais pas l'exploser à fond dans les business dans lesquels je bossais. Je me disais c'est un peu dommage, j'ai tellement de choses à proposer et tout, et puis j'avais la sensation aussi d'être juste rémunérée à ma prestation de service Customer Care, mais je voyais bien que tout ce que je gérais c'était pas qu'un sujet de Customer Care. Du coup, j'avais cette frustration, et je pense que ma frustration personnelle faisait que j'avais envie déjà de grandir pour ma propre activité en tant que freelance. Et en plus, je me suis dit, contribution chez le client, du coup, comme je suis pas vraiment valorisée et que je me retrouve pas, ça me motive pas non plus à les donner plus, tu vois. Donc, j'étais un peu dans cet entonnoir. Et donc, en voyant tes vidéos, je me dis, ok, non, mais en fait, il y a un vrai job. Il y a un vrai truc qu'on peut structurer, un vrai business là-dessus. Donc là, je me dis, ok, il y a des bases à construire. Et donc, je me dis, je rejoins le squad, je vous fais confiance, je rejoins l'accompagnement en me disant, ok, ça va m'aider parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Moi, je fais ça un peu malgré moi, mais c'est sûr qu'il doit y avoir une méthode pour un peu structurer. Donc, j'apprends ça comme ça. Je me dis, ok, je vois la possibilité. Ça m'amène déjà une vision pour mon business en me disant, ok, ça va être clair de où je veux amener mes clients, qui je veux accompagner de par cette expérience que j'avais eue. Et petit à petit, je me dis comment je fais shifter le client, parce que là pour l'instant c'est toujours Marine notre CCM. Oui mais non. Du coup je me retrouve plus trop dans cette casquette, et je commence à le dire en fait. Je commence à dire
que certains sujets sont redondants, que l'opérationnel, ça me nourrit plus, que je trouve que sur des tâches chronophages, je suis pas une valeur ajoutée à la boîte. En fait, je le tourne vraiment bénéfice sur le CEO en disant, en fait, tu vois, quand on fait une réunion stratégique sur tel sujet, t'as vu tout ce que ça nous apporte et l'impact que ça a sur le CA, bah, moi, je suis bonne là-dedans. En fait, je suis pas bonne à faire des questionnaires de satisfaction client et aller dans Zapier. C'est pas mon truc. Je peux le faire si tout le monde quitte le navire et que, grosso modo, il faut le faire en urgence. Mais mon but, c'est pas faire ça mon quotidien. Et donc, du coup, petit à petit, en fait, il y a aussi un degré de conscience qui s'élève de son côté à lui en se disant, bah, ok, en fait, je vois ce que tu veux dire et je vois ce que tu peux m'apporter. Et je dis, et en fait, je lui ai demandé des challenges, en fait, sur ces 3 mois-là. Je dis, ok, je garde ce que j'ai toujours fait dans un premier temps, mais à terme, j'aimerais recruter une équipe pour pouvoir déléguer et pouvoir t'aider sur d'autres sujets. Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé à faire mon on-run. Puis j'ai Hmm. commencé à trouver mes talents et puis j'ai dit bah vas-y, je délègue un peu ci, je délègue un peu ça. J'ai mis la confiance en lui montrant que même si c'était pas moi, ça pouvait quand même fonctionner, qu'on perdait pas en satisfaction client, que tous nos acquis pouvaient être pérennisés parce qu'il y a aussi cette crainte là. Je pense quand tu as des gens de confiance dans ton équipe, c'est dire bah attends, j'ai tout construit avec cette personne sur ce pôle-là. Si elle me dit qu'elle veut plus le faire, comment je fais Donc du Ouais. coup, j'y vais crescendo, j'ai mis des étapes et j'ai fait tout un rétro-planning sur 6 mois limite pour que la personne soit rassurée, etc. Et moi, ça me laissait le temps aussi de manager. Et voilà, et petit à petit, je suis arrivée à prendre d'autres sujets parce que bah, je me suis réalloué du temps. Et ce temps-là, je l'ai réinvesti dans d'autres sujets pour prendre cette posture-là. Donc ça a été ouais, très long. Je dirais bien 6 mois quand même. Ouais, Mmh. bah, au final, c'est parce Mais que c'est court là, sur l'échelle d'une vie. c'est C'est ça. ça. Et puis le changement de posture, le point A et le point B, il y avait quand même du chemin à parcourir. Donc, Ouais. euh, au final, 6 mois, c'est le temps qu'il faut. Et justement, Ouais, ça. pendant ces 6 mois, il s'est passé pas mal de choses aussi dans l'entreprise Oui. du client. Ouais. Donc, bah, voilà, on en parlait au tout début de l'épisode. C'était une croissance, bon, je sais pas si on peut dire exponentielle, mais en tout cas une Si. belle Une croissance. belle Ouais. croissance, ouais. Voilà, une belle croissance rapide. Euh, et du coup, toi, c'était quoi un petit peu tes challenges, tes défis dans l'accompagnement de cette croissance-là, justement, pour le business d'un autre, au final? Oui. Parce Mmh. que c'est ça aussi qui est challengeant en tant qu'OBM, C'est c'est ça que... c'est ça. C'est exactement ça. Bah, en fait, je dirais mon plus gros challenge, ça a été gérer le chaos. Parce que, en plus, je pense que quand tu es CEO et que tu vis une croissance, en tout cas, c'est ce que là, j'ai appris vraiment pendant cette année très intensive. Ça a été un stage accéléré de la croissance, je pense. Mais c'était vraiment tu sentais qu'il fallait tout déconstruire, reconstruire, déconstruire, reconstruire. Et en plus, quand tu te lances dans la notion de je veux un Calliope ou tu veux des certifications, bah, ça remet en question ton parcours client, ça remet en question ton produit, ça remet en question tellement de choses que du coup, tu es obligé de toujours penser outside the box parce que bah, forcément, tout ce qui avait été fait jusqu'ici, c'est pas du tout ça qui allait nous amener à l'étape d'après. Donc, tu es obligé de déconstruire. Et pour déconstruire, il faut que tu rassures tes équipes parce que eux, il faut arriver à faire en sorte que c'est transparent et qu'on sait où est-ce qu'on va. Donc, je crois que le plus dur en tant qu'OPM, c'était faire genre poker face en mode ouais, on sait, on ne savait pas. On arrive à des procédures et on s'est dit on est sûr de ça? Non, mais on va y aller et puis on verra bien. Et du coup, les équipes, bah, quand tu dois dire à un closer vends ça, mais que t'es pas sûr que en vrai ça Mmh. va passer et que ça doit se vendre comme ça, et puis que le mois d'après tu rechanges enfin tu vois, il faut arriver à vraiment avoir cette persuasion d'équipe et dire ok non non mais la vision on sait où est-ce qu'on va, mais c'est juste qu'il y a un petit test and learn là latent et il va falloir Ouais. qu'on pallie à ça. Et je dirais que ça c'était le plus dur en fait dans la casquette et dans le vrai rôle à jouer. Et du coup qui dit aussi phase de croissance, c'était comme tu disais Sam, cette notion d'être pas dans l'ombre de quelqu'un, mais en tout cas dans l'ombre du Hmm. business. C'est finalement pendant toute cette phase-là, quand tu accompagnes des gens qui ont cette croissance-là et qui ont cette vision-là, tu oublies ta propre vision et tu oublies ta boîte pendant le Hmm. laps de temps où tu accompagnes ces gens-là. Et il faut avoir ce tempérament de te dire, OK, moi, c'est pas mon heure. À ce moment-là, Ouais. mon heure, c'est business. Hmm. Et c'est accepté aussi dans les phases de rush et de chaos de dire, si c'est un 6 sur 7 ou un 7 sur 7, je suis prêt à retrousser mes manches, aller au combat et me battre comme si c'était mon business. Et ça, moi, j'ai trouvé que ça m'avait révélé parce que j'ai adoré faire ça. Mais en parlant avec d'autres OBM, je m'aperçois que c'est pas forcément aligné avec toutes les OBM et que tout le monde n'a pas forcément cette envie-là et a aussi plus envie de prioriser sa propre vision, ce qui est logique. Mais je dirais que si tu vises des CEO qui sont justement un peu empire building et pas juste en lifestyle, bah, c'est un peu la contrepartie aussi du résultat que tu vas obtenir avec eux dans, on va dire, la relation humaine et l'expérience que tu vas vivre. Hmm. Mmh. Ouais. Ouais, Yes, mais c'est parce que aussi, tu as réussi à le valoriser aussi, peut-être. Parce que peut-être c'est là où certains ont peut-être plus de mal justement à valoriser leur rôle et la façon dont ils contribuent à la croissance, tandis que pour toi, je pense qu'au fur et à mesure, c'était clair que bah, t'as contribué pleinement aussi à cette croissance-là, et je pense que c'est ça aussi qui t'a mmh. permis
qui t'a nourri déjà et te permis de te dire, ok, là, c'est peut-être pas mon business à moi, mais là, j'en tire parti, quoi qu'il arrive aussi. Ouais. Et je pense aussi que la force de ces phases-là, de business un peu dur et où tu dis waouh, c'est la tourmente, c'est la relation humaine que tu nourris. Parce Mm. que finalement, le CEO, j'ai tellement d'empathie pour lui quand je l'accompagne. Je le vois aussi dans tous les moments que personne ne le voit, dans ces Ben moments de oui. doute, de réflexion et tout. C'est quand tu as ce vrai rôle de bras droit, c'est pour moi, c'est la même chose qu'en amitié ou en couple. C'est tu quittes pas le navire parce que ça va mal. Mm. Sinon, bah, t'as aucun intérêt à être là et t'as envie de vivre aussi ça, tu vois. Et moi, je trouve qu'il y a une adrénaline là-dedans qui, moi, me nourrit en disant, OK, si on passe ça, on en ressort grandi, on en ressort renforcé, on renforce encore plus notre relation de binôme de travail et binôme de choc. Donc, moi, c'est aussi ce que je recherche dans mon rôle d'OBM. C'est pas juste, on va dire, bien sûr, les KPI, c'est très joli et les résultats aussi, ça te motive, tu vois, à faire toujours plus, mais c'est toute cette relation humaine et de Mm. proximité et intimiste que tu peux avoir sur les business de ces gens-là que tu accompagnes parce que tu as leur vision, tu as leur mission et limite leur mission devient ta mission. Donc, Mm. voilà, il y a tout ce partage-là qui, moi, me nourrit aussi et me dit, bon, bah là, faut pas lâcher, quoi. S'il y en a un de nous deux qui lâche, et du coup, on est complémentaires aussi, parce que tu vas jamais avoir les mêmes moments de doute au même moment, donc ça t'aide aussi à créer la Mm. bonne synergie. Vous avez en fait une relation hyper saine. Vous avez t'as réussi, je sais pas si c'est toi ou si c'est, je pense que c'est un travail commun, mais Mm. vous avez réussi à instaurer un climat de confiance quand Ouais. même hyper fort. Comment t'as mis en place, enfin, ça s'est mis en place tout de suite, d'après toi, ou c'est des actions que toi t'as mis en place? Comment t'expliques qu'aujourd'hui vous faites à 100% confiance pour justement que Euh, lui te partage, tu vois, ces moments un peu de doute qu'il partage pas forcément avec d'autres, qu'il te fasse ouais. suffisamment confiance euh, qu'il t'a fait suffisamment confiance pour te laisser comme ça évoluer et prendre de plus en plus d'ampleur dans son Mm. business? Mm. Ouais, parce que ça peut être un risque aussi pour Bien lui. sûr, Donc bien c'est, sûr. Alors après, je donc pense ouais, que il y a de la là, confiance. c'est ma soft skills numéro un quand tu bosses avec moi. Parce que moi, depuis toute petite, je suis la déléguée de classe, je suis la témoin de mariage, je suis celle à l'aéroport, on lui ouvre jamais la valise au rayon X parce qu'on sait que vu ma tête, tu peux avoir confiance, tu vois. Moi, je suis cette personne. Du coup, c'est un peu agaçant pour certains, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que quand j'arrive, tu te dis pas, je pense que déjà, il y a un peu ce truc-là naturel chez moi. Et après, je crois que c'est aussi ma mentalité de travail dans le sens où enfin, quand je suis chez quelqu'un, je fais comme si c'était pour moi, mais tout le temps. Mm. Tu me prêtes ton appartement en vacances, je vais en prendre soin comme si c'était chez moi, voire même je vais plus faire le ménage parce que c'est chez toi que chez moi, tu vois. C'est pareil dans le business, c'est-à-dire si tu me confies les clés de ta maison, je vais pas te dire si la l'autre commence à dépenser la trésorerie sur Amazon ou quoi, c'est pas mon délire, tu vois. Donc je pense aussi qu'il y a cette valeur-là intrinsèque chez moi de loyauté et d'intégrité qui fait que ça se Mm. ressent très vite dans mon travail. Et puis je suis aussi quelqu'un qui pense toujours à la courbe temps-argent. J'investis trop de temps Mm. au début, je le sais, j'en donne beaucoup trop au démarrage de mes missions, mais je sais aussi que je le gagne plus tard dans tout ça, dans cette relation humaine, Mm. dans forcément le prix de la mission qui va peut-être augmenter parce que je vais avoir les bons résultats au bon moment, etc. Donc, ouais, je suis quelqu'un qui est très long-termiste dans ses relations tout le temps. Donc, Investi du sur le coup, je long pense que terme. ça se sent aussi dès le démarrage de la mission en disant, OK, là, ça sent que c'est quelqu'un de confiance sur qui je vais pouvoir Mm. m'appuyer et qu'elle elle a pas l'air de vouloir être là 6 mois. Ouais. Donc je pense que ça, c'est mon tempérament naturel et je pense que c'est dû à ça. Et après, bien sûr, ça va dépendre de la personne que tu as en face de toi. Est-ce qu'elle a vraiment envie de laisser le bébé? Est-ce qu'elle a envie de Mm. nourrir une relation de confiance comme ça? Est-ce elle se sent capable aussi de lâcher autant d'infos? Parce qu'il y a quand même une notion de si elle me lâche, elle sait beaucoup de trucs sur moi et peut-être un peu trop sur le marché, tu vois. Après, bon, moi, c'est pas ma mentalité de la faire à l'envers derrière, mais tu vois, il y a des gens qui peuvent être réticents et je comprends. Donc ouais, il y a une intelligence, je pense, commune là-dessus, de vouloir créer cette synergie-là et d'avancer ensemble. Mm. Moi je fais souvent le lien avec confiance. Pour moi, ce qui joue beaucoup pour avoir confiance, c'est d'avoir une bonne communication. Mm. Est-ce que tu penses ton rôle, ton expérience en tant que Customer Care Manager t'a aidé à développer tes skills en communication et est-ce que tu penses que ça t'a aidé justement à instaurer un climat de confiance avec ce client? Oui, et c'est surtout que je suis très cash. Je pense que ça se voit. Mais je suis très cash, donc c'est-à-dire moi, il y a pas de si j'arrive à un visio, tu vas voir ma tête si ça va, si je doute, si tu vois. Donc déjà, je suis quelqu'un d'assez entier, donc ça se communique assez facilement déjà physiquement et donc verbalement encore plus. Et j'aime cette transparence. Moi, c'est ce que je leur dis directement quand je commence la relation. Je dis s'il y a un truc qui va pas, faut que tu me le dises. Ou des fois, au tout début, tu vois, je recevais des Slack, je comprenais rien parce que la personne est dans sa tête, elle t'envoie un truc et tu dis excuse-moi, mais là c'est pas clair du tout en fait, donc il va falloir juste que tu me clarifies ton mode de fonctionnement.
Et maintenant, oui, maintenant, des fois, j'ai 3 mots, j'ai compris la phrase, tu vois. Donc, il y a ça aussi, c'est cette méthode de communication de dire, déjà dès le départ, instaurer la transparence, instaurer la vulnérabilité, dire quand on peut pas. Enfin, moi, je trouve que c'est important parce que moi, en tant qu'OBM, des fois, dans les phases de chaos, c'est trop dense et des fois, je suis capable de dire, attends, là, par contre, ma limite, c'est à ce moment-là, je veux bien traiter ça, mais viens, on décale juste de 2 semaines parce que je suis déjà sous l'eau et je vais pas tenir, s'il faut tenir comme ça 6 mois, par exemple, 2 mois, ou tu vois. Et vice versa, d'avoir aussi l'opportunité. À l'inverse, je pense quand t'es CEO, t'es tellement isolé dans ton rôle et t'as pas forcément l'occasion de partager avec tes équipes. Moi, j'essaye d'instaurer ça d'entrée de jeu, ouais, de se dire dans la communication. Et oui, bosser avec des clients, forcément, ça t'aide parce que des humains, j'en ai brassé beaucoup. Donc, dans la psychologie, dans l'empathie, dans l'anticipation, dans l'analyse, bah, forcément, tu développes ça et c'est encore plus facile avec quelqu'un que tu côtoies de façon hebdomadaire. Alors là, c'est décuplé, en fait, dans la façon de ressentir la personne. Moi, je peux arriver une semaine et je sais que il ou elle va passer une mauvaise semaine. Je le ressens. Ou à l'inverse, il ou elle est dans une phase créative façon Dali et que là, on va tout refaire. Et donc, je me dis, OK, il va falloir attendre que la vague passe. Voilà, ça, je le ressens d'entrée de jeu, tu vois. Et je pense qu'en effet, avoir côtoyé tellement de clients, bah, ça te nourrit ce skills-là d'intuition et de relations directes avec les gens, quoi. Ouais. Mais ça, c'est intéressant, c'est un sujet qu'on aborde souvent. Et nous, de notre point de vue, c'est à l'OBM de déterminer quel est le bon mode de communication avec son client. Parce que en fait, il y a en fonction du client, la façon dont il va communiquer et la façon dont la communication va vraiment être efficace, elle va varier en fonction de la personnalité du client. Oui. Tu vois, il y en a qui aiment vraiment avoir beaucoup de détails. Oui. Parce que sinon ils comprennent pas, ou sinon pour eux c'est pas clair, ou pour eux ils ont l'impression que il se passe beaucoup de choses et ils sont pas au courant et ça les irrite. De l'autre côté, il y a des personnes qui non, ils ont juste besoin de savoir que c'est en cours, que c'est fait, que ça y est, c'est sur les rails. Et donc je pense que c'est ça aussi qui est important et qui permet aussi de bien prendre son rôle et sa posture, c'est d'essayer dès le début à comprendre, ok, comment mon client il communique. C'est et ça. Du coup, essayer de m'adapter en face, moi, et à faire ce qu'il faut pour que la communication, elle passe au final. Ouais, avoir le décodeur. Et décodeur mutuel aussi, parce que tu peux avoir beaucoup de gens dans ton équipe à qui tu délègues des choses et tout, ils te disent ouais, c'est comme si c'était fait. Et puis tu sais que c'est pas comme si c'était fait. C'est-à-dire que t'arrives le vendredi, tu dis au fait, ça t'as géré l'urgence. Oh, j'ai oublié, voilà. Et à l'inverse quand t'es OBM et que tu dis c'est comme si c'était fait et que tu montres que dans l'heure ou dans la journée c'est fait, bah tout de suite tu crées aussi quelque chose de, tu vois, de serein et de pérenne pour la personne qui est en face en disant ok, bon là je sais que c'est ma personne, tu vois, de confiance. Donc moi des fois je traite des sujets de d'autres personnes, mais parce qu'on sait que je suis un peu le garde-fou et que moi je vais aller voir si le process il est bien implémenté, si c'est bien respecté, si la deadline elle est bien, tu vois, restée. Enfin, tout est un ensemble, mais ouais, franchement ça se nourrit, ouais. Ouais, ça c'est ce rôle de manager au final. Et c'est pour ça on répète souvent aussi, en fait, on doit manager aussi le client. Et pour manager quelqu'un, il faut apprendre à communiquer avec cette personne. C'est ça. C'est archi important. Hyper intéressant. Du coup, qu'est-ce qui a... Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais peut-être que c'est intéressant de revenir dessus. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre relation, dans ton rôle et tes responsabilités, en gros, le périmètre de ce que tu fais avec ce client-là, à partir du moment où vous avez décidé tous les deux, ok, tu switches vraiment et tu mets ta casquette purement OBM? Et ben c'est encore en train d'évoluer parce que foncièrement, au début ça a été un peu forcément encore le pôle livraison et ça a été toute la partie Calliope et toute la partie on va dire gestion offline aussi. On a créé un événement, on a fait pas mal de choses et c'était aussi les process des autres équipes. Donc à partir de ce moment-là déjà il y avait un peu un pied partout. Là, la vision 2024, c'est carrément, je vais rentrer dans le pôle marketing, je vais le co-créer avec lui. Je vais rentrer sur toute la partie acquisition et stratégie acquisition de la boîte, ce qui est pour moi un nouveau terrain de jeu, donc je suis trop contente. La partie financière aussi, parce que jusqu'ici, j'avais pas trop le nez dans le bilan, dans la marge, dans le profit, et tous les efforts qu'on fait et tous ces tactiques que j'ai énoncés plus tôt dans la livraison, c'est aussi dans cet objectif-là. Donc voilà, donc là je sens que les responsabilités changent et même je dirais que du coup d'avoir créé toute cette relation et d'avoir pris le temps de pas juste dire je change d'étiquette, mais je te montre aussi ce que je veux dans cette étiquette-là, qu'est-ce que je peux t'apporter différemment. Maintenant ça vient de lui. C'est-à-dire que c'est là où là au début d'année j'étais surprise parce qu'il m'a dit en fait j'aimerais bien du coup que tu passes de je me charge du pôle livraison à je deviens OBM et du coup tu délègues à quelqu'un de pôle livraison. Et là, je fais
bon, bah, du coup, on sent que le déclic est mutuel, quoi. Et ça, c'est Ouais. top parce que on voit que, en fait, finalement, en faisant les actions et en démontrant finalement là où est vraiment notre valeur, la personne en face se dit, attends, mais pourquoi je la mets déjà là-dessus, en fait? À quel moment, je vais lui faire perdre du temps là-dessus? Et du coup, Mm. bah, il y a plein de choses qui se sont décantées dans les nouveaux rôles dont on veut s'entourer pour pouvoir déléguer toutes ces parties-là et pour que moi, j'ai encore plus de temps à ses côtés sur plein d'autres sujets où maintenant il a envie de me solliciter, alors qu'avant il était seul face à ces sujets. Donc, ouais, je dirais que c'est une nouvelle thématique là qui s'ajoute petit à petit aux autres casquettes. Et Mm. comment ça s'est passé avec l'équipe? Est-ce que, je sais pas, c'était officialisé, voilà, à partir d'aujourd'hui, Marine est OBM. Si vous savez pas ce que c'est OBM, voilà la Euh, définition. Comment ça s'est passé un peu avec le reste de l'équipe? Ben en fait, comme j'étais OBM malgré moi, j'ai toujours été leur OBM finalement, tu vois, c'est ce que je constate. Donc non, on n'a pas fait d'adoubement en mon nouveau rôle. Ouais, J'aurais aimé, ça aurait été pas mal une petite cérémonie en visio, tu vois, c'est ça aurait ça, été ouais. sympa. Mais non, non, ça s'est pas passé comme Mais ça. c'est Mais à du toi de coup, l'organiser, du coup. C'était à toi Ouais, oui, du d'organiser, coup, c'est ton je rôle. pense que je vais faire un événement carrément en présentiel. avec une petite couronne C'est, et... Ouais. c'est ton rôle. C'est ça, mais du coup, oui, ça s'est pas fait franchement officiellement. Après, beaucoup de gens ont vu, parce que moi j'ai des réseaux sociaux à titre professionnel, Hmm. du coup beaucoup de gens ont vu que moi aussi j'avais changé ma communication, que j'avais évolué pour mon propre business et que du coup ça se ressentait dans la boîte, parce qu'ils sont avec moi au quotidien, donc forcément ils ont vu ça un peu aux premières loges. Mais après, je me suis toujours occupée d'eux, donc en fait ça ne change pas le fait que je m'occupe d'eux. Et que je Ouais, leur Ouais, parle et oui. que je leur demande comment ils se sentent et que je suis à leur écoute et que je les aide sur leur process parce que je l'ai un peu toujours fait dès le jour 1. Moi, je suis arrivée, on était 4, aujourd'hui on est 20. Donc j'ai plus vu, c'est plus moi qui les ai onboardés, qui leur ai dit bienvenue, ça se passe comme si chez nous, etc. Du coup, c'est ça qui est, ouais, ça resté un peu comme un acquis parce que j'ai toujours eu cette casquette-là à leur côté, ouais. ouais, c'est, Mm. c'est là qu'on voit que c'est pas l'étiquette au final qui compte, c'est vraiment ce qu'on Ouais, fait. Parce que ouais, tu peux très bien, et nous on le répète souvent, ça, tu peux très bien te dire OBM, mais dans les faits, ne pas être perçu comme tel mm, et pas être OBM au final, pas faire ton Mm. mm. rôle à part entière. Et inversement, ne pas avoir officiellement La casquette. l'étiquette L'étiquette. d'OBM, la Mm, casquette d'OBM, mais avoir le rôle. Donc, c'est pour mm, ça, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est souvent une révélation pour celles et Mm. ceux qui avaient déjà plus ou moins ce rôle-là. c'est ça. Bah oui, oui, et puis tu démontres aussi par tout ce que tu dis que il suffit pas, parce que toi, tu es dans la configuration où tu as fait cette évolution avec un client existant, tu as Oui, trouvé de nouveaux clients aussi, donc tu as eu ces deux particularités, mais là, la Hmm. croissance dont on parle, c'est avec un client existant. oui, Et c'est pas toujours facile. On a tendance à se dire, bien souvent, ça va être plus facile parce qu'on a déjà une relation de confiance, etc., qui s'est instaurée. Hmm. Mais il y a aussi de mauvaises habitudes. Et bien donc sûr. là, tu viens de prouver, tu dis, ça t'a mis à peu près 6 mois, que c'est par l'action Mm, que tu lui as montré la valeur de ce que tu voulais, de ce que tu pouvais lui apporter, pardon. Et donc c'est par l'action, c'est en faisant les choses et en prenant un petit peu aussi ton mal en patience, parce que même je pense que tu aurais eu envie que ça aille un peu plus vite, mais tu t'es rendu compte sur le terrain que c'était le temps nécessaire. Et c'était pas juste en disant, voilà, moi aujourd'hui j'ai envie de faire ça. oui, non, Non, je c'était pas. t'apporte de la valeur là. Tu te Mm, rends bien compte que en utilisant mon temps et mes actions là, c'est pas là que ça apporte le plus de valeur à ton entreprise. Et donc ça, c'était dans ton changement de posture, je pense, la meilleure des stratégies, mm, puisque tu as montré à ton client ce que ça allait lui apporter à lui et pas juste à toi, même si ça, je pense que ça l'intéresse que tu c'est ça. sois épanoui dans son entreprise. C'est ça. Et puis après, c'était aussi beaucoup le constat de où est-ce que je perdais mon temps, où est-ce que j'allais dans l'opérationnel. Donc du coup, j'avais vraiment j'avais des faits, j'avais des heures passées, Hmm. des heures automatisées ensuite, des heures déléguées ensuite. Donc du coup, tout d'un coup, il y a l'oxygène qui se recrée, tu vois, naturellement. Et moi, ça m'a aidé. Et je pense que finalement, les 6 mois, ils étaient nécessaires pour lui comme pour moi, parce que moi aussi, finalement, fallait que je déconstruise tout ce que j'avais toujours fait, d'être la petite Mm. main, d'être partout, d'être dans l'opérationnel, d'être la tête dans le guidon, parce que finalement, si je veux aider quelqu'un dans son chaos à avoir de la clarté, il faudrait peut-être que moi aussi j'ai les idées au clair et que j'arrête d'être tout le temps dans le on-run du business. Et donc, du coup, ça m'a Mm. aidé à me dire, OK, ça te laisse aussi le temps de réorganiser ton pôle, de ressortir sa tête de l'eau et de pouvoir vraiment contribuer bénéfiquement pour le business, parce que ça, c'était pas acquis par rapport à tout ce que j'avais fait déjà au démarrage de la mission. Mm. Ouais, ben justement, parce que ça aussi, c'est un piège dans lequel on peut tomber souvent, c'est en arrivant en tant que bras droit, on se retrouve un peu à être la personne à qui on vers qui on se décharge de pas mal de trucs. Et Ouais, du coup, au final, c'est le bras droit qui se retrouve la tête sous l'eau. c'est Et ça. donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce parcours-là. Donc, toi,
au début, tu savais pas ce que c'était OBM puisque tu as Oui. découvert à travers ce qu'on faisait. Bah, justement, comment ce qu'on fait dans OBM Squad a pu vraiment t'aider à formaliser ton rôle auprès de ton client? C'est quoi vraiment qui t'a aidé à travers tout ce qu'on peut vous partager à formaliser ce rôle et Mhm. justement à pas te retrouver dans le rôle du bras droit à qui je décharge tout et c'est au final qui se retrouve la tête sous l'eau à son tour. Bah, la première chose, je pense, c'est ta phrase culte du si c'est pas toi qui guide le client, le client Ah te oui, guidera. Parce que oui, t'as beaucoup de phrases cultes, donc tu t'es dit laquelle elle va sortir, mais c'est Maître Laquelle? Yoda, celle-là. mais réellement, je pense que ça aide parce que je crois que le step numéro un que moi j'ai conscientisé en vous rejoignant, c'était attends, mon business est aussi important que le business de mes clients. Donc déjà, c'est dire attends, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi ma mission à moi? Pourquoi j'aime être dans l'ombre de ces business-là? Pourquoi je suis attirée par ce type de profil de CEO? Qu'est-ce que j'ai envie de vraiment apporter? En quoi ça me nourrit et qu'est-ce qui me nourrit pas? Donc déjà, quand tu fais ce statut-là, avoir ta posture, c'est plus facile parce que tu dis, OK, moi, je sais que, par exemple, moi, ça a été la révélation, c'est l'humain, gérer les équipes, gérer les clients de mes clients. À partir de ce moment-là, quand j'ai compris ma zone de génie, bah, j'ai dit, vas-y, plein potentiel, on y va feu, tu vois. Donc déjà, il y avait cette étape-là. La deuxième étape, c'était le résultat, se dire, OK, je vais pas être incentivée juste à mon temps passé, mais je vais être vraiment incentivée à l'impact que j'ai. Et moi, j'ai pris conscience de l'impact parce que bah, vous nous apprenez à poser les choses. Moi, j'ai posé entre quand je suis arrivée, à combien on vendait le produit, combien de clients on avait, qu'est-ce que visait mon client à mon arrivée versus avec moi et les process qu'on a en place, qu'est-ce qu'on a pu viser, qu'est-ce qu'on a atteint et comment ça a évolué. Donc du coup, je me suis dit OK, donc c'est quand même pas rien, enfin, tout ce qu'on a construit et c'est aussi parce que tu as su faire preuve de confiance, d'implication, etc. Donc je pense qu'il y avait ça, il y avait vraiment cette notion de soi pour soi, c'est-à-dire sa vision, savoir où est-ce qu'on veut aller pour pouvoir Une après mieux valeur. guider nos clients. Et cette partie résultat en disant, OK, bah, une fois que tu as des résultats, comment tu communiques dessus, comment tu le tournes en bénéfice Mm. pour le client et comment du coup tu te rémunères à ta juste valeur sur cet impact que tu as sur les business que tu accompagnes, parce que pendant que tu accompagnes ce business-là, tu fais rien sur le tien. Concrètement, Bah tu oui. fais un peu ensemble, tu es toujours dans des phases de yo-yo entre les deux. Donc du coup, Mhm. il y a un compromis à faire et du coup, ce compromis, il a quand même un coût parce qu'en attendant, bah, il y a des résultats, pas chez toi, mais chez le client. Donc, il y avait un peu ça. Donc moi, c'est un peu là-dessus que ça m'a beaucoup aidé et du coup, après, aller chez le client et dire, OK, j'ai compris ma posture, j'ai compris où je vais et je vais nous donner une petite roadmap pour y aller, quoi. Mm. Ouais, ok. Intéressant. Comment est-ce que... Allez, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se retrouve un petit peu dans ce que tu racontes, dans ta situation, qui peut-être a envie d'évoluer avec un client existant, mais qui sait pas trop comment s'y prendre pour voilà, pas trop casser la relation qu'ils ont jusqu'à maintenant, pas, tu vois, qui se retrouve dans cette situation, il n'a pas envie de lui imposer quelque chose, mais qu'il ou elle a vraiment envie d'évoluer, Oui. comme tu l'as fait, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, je lui conseillerais de se regarder le nombril, dans le sens où je lui conseillerais de regarder où est-ce que tu perds du temps. Mhm. Vraiment, mais c'est-à-dire, regarde dans ta mission aujourd'hui chez ton client, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de la facturation? Est-ce que tu fais de la relance email? Est-ce que, voilà, comme je disais, moi, mon Zapier, là, qui m'a un peu hanté pendant des mois, est-ce que tu perds du temps sur des choses comme ça? Et où est-ce que pour toi aujourd'hui, c'est plus ta zone de génie? Vraiment, va timer ton temps. Et regarde aussi où ça te fait vibrer et là où tu as eu un impact. C'est où les moments où chez ton client tu as eu un impact et que pour lui ça a été un peu acquis parce qu'en fait finalement c'est dans ta to-do fourre-tout couteau suisse. Mhm. Donc finalement c'est bien normal que ça soit toi qui aies géré ça. Et du coup, faut déjà valoriser sur quoi tu es bon et sur quoi tu l'es moins et surtout qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu pas envie de faire. Et à partir de là, je dirais deuxième étape, c'est regarde le business de ton client et fais-en un peu un mapping. Qu'est-ce que tu vois pour ce client? Parce que moi, ce que je me suis aperçue, c'est que la plupart du temps, tu peux même avoir une vision plus ambitieuse que le client lui-même. Parce que toi, tu vois le potentiel, tu vois le temps que tu peux y allouer. Et alors que le client, peut-être que comme il est partout, lui, il se voit à 10% partout. Mais d'un coup, si tu mets quelqu'un à 100% sur un sujet, bam, ça explose. Et moi, je l'ai vu sur les Mhm. ventes et sur la livraison. On a fait des résultats de malade en un an. Mais parce que bah, le head of sales chez mon client et moi, on a été des machines de guerre. On s'est dit, c'est bon, on a notre truc, on y va, on a des taureaux dans l'arène. Donc, du coup, il y avait cette envie. Donc, si toi, tu as un truc qui te trigger, justement, chez tes clients, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire et propose le projet. Parce que si tu proposes pas le plan d'action au projet, bah, forcément, la réponse sera toujours non, parce que tu n'auras pas demandé. Donc, Ouais. tu es obligé d'y aller. Donc, ouais, je dirais en différentes étapes. Et après, c'est dire, sur tout ce que tu gères déjà, avoir ce truc de confiance bah, tu mets aussi un plan d'action sur la délégation. S'il y a des gens déjà dans ton équipe autour de toi, une AV,
quelqu'un à qui tu peux déjà faire quelques sujets. Moi, je sais pas, je faisais tous les replays de live. Bon, concrètement, on avait une AV, j'ai dit, bon, je pense que les replays de live, je peux déléguer à cette personne qui est déjà dans l'équipe, tout ça, qui connaît bien les outils, etc. Donc voilà, déjà rassurer sur dire, déjà, dans un premier temps, je peux me réallouer tant de temps pour avancer sur ce projet-là parce qu'on peut déléguer à un tel, un tel, un tel. Et s'il n'y a pas encore de membres dans l'équipe, c'est je te propose d'aller trouver le bon profil à qui déléguer ça, etc. Et après faire dans un deuxième temps le fameux projet ou l'ambition que tu as pour le client et commencer par ta zone de génie, évidemment. Le secteur sur lequel tu sais que ton client va dire waouh, mais en fait il ou elle est capable de m'apporter ça. Qu'est-ce que ça va être sur les autres sujets s'il décide de s'engager sur les autres sujets. Comme ça, tu marques des points et là tu crées la vraie relation de confiance avec le client. Et là, pour revenir un petit peu à la croissance un peu que tu as connue ces dernières années avec ce client-là, bon, c'est des choses peut-être que tu avais déjà connues par le passé, notamment quand tu travaillais avec les startups, mais là, ce coup-ci, quel est, avec en plus en parallèle ton changement de posture, ton repositionnement au niveau de ton activité, c'est quoi vraiment là ou les leçons importantes que tu as apprises là au cours de cette expérience? Sur toi ou sur le business en général? Qu'est-ce que vraiment tu retiens de cette période? J'en ai appris plein. D'ailleurs, j'en fais une masterclass, tu vois, au sein de sa formation sur les jeunes personnes qui se lancent, sur qu'est-ce que j'ai appris en un an, parce que ça a été un shot. Et j'ai dit, mais pourquoi personne nous a appris ça? Il y en a plusieurs. Déjà, moi, quand j'ai monté ma boîte, justement, la notion de vision, je fais que en parler dans le podcast, mais c'est vrai, avoir une vision claire et une vision claire. Moi, j'ai fait des vision boards pendant des années, mais c'était tellement pas aligné avec moi. J'ai beau mettre un girl boss, excusez-moi, mais je suis pas devenue girl boss et je comprenais pas pourquoi j'étais pas Caroline Receveur. Et puis cette année, j'ai compris. En fait, c'est bien beau de le mettre et de le voir tous les matins, mais si t'es pas acteur de ta vie, en fait, il y a un moment donné, oui, tu peux manifester. Je dis pas que c'est un outil inutile, le vision board, mais tout est relatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu manifestes? Est-ce que ce que tu as projeté sur le mur, c'est vraiment intrinsèque à toi? C'est tes valeurs, c'est ta vision ou c'est ce que tu as vu sur les réseaux et du coup, tu as un peu formaté ce que tu as vu, tu as cru que c'était fait pour toi. Déjà, il y avait un peu ça. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que l'argent, c'est pas une fin en soi. L'argent, ça va, ça vient. Et en fait, ce qui te fait tenir, c'est la mission. La vraie mission que tu as derrière, qu'est-ce qui t'anime. Et moi, en fait, je me suis aperçue que faire briller des gens, vraiment dans leur business, les rendre leaders de leur marché, c'était une satisfaction énorme, en fait. J'étais là, j'ai l'impression d'être producteur de musique et que j'ai des artistes, en fait, je les mets sur scène, on ne voit pas vraiment. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'être comme les producteurs en studio. Donc, tu travailles l'album, tu fais tout. Puis d'un coup, la tournée, elle explose et tu dis, ouais, c'était nous. Tu vois. Et donc, du coup, j'ai cette satisfaction vraiment. Et ça, je me suis révélée là-dedans. Je me suis dit, en fait, c'est ça ta mission et c'est accompagner les gens, les faire transformer. Et voilà, je suis pas coach sur le papier, mais je trouve qu'il y a un peu ce rôle-là quand même chez l'OBM, tu vois. Donc ouais, Mentor, ouais. il y a pas mal il y a pas mal de leçons que tu peux tirer de tout ça. Et après, je pense aussi que c'est la notion de accepter que le chaos, ça vient te challenger toi aussi. C'est tous les blocages que tu as. Finalement, comme là, tu es sur des gens qui ont des plus grosses ambitions. Toi, en tout cas, sur les CEO que compagnie, c'est ça. Tu te dis, OK, et moi, là, avec ma petite vision à moi, je suis toujours en micro-entreprise, j'arrive pas à grandir, mais lui, je lui ai fait faire le million. Elle est où tu vois? Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon propre business en me disant, pourquoi tu sais le faire pour l'autre et tu sais pas le faire pour toi? C'est quoi le problème qu'il y a derrière? C'est quoi la peur que tu as derrière, peut-être, de passer la step d'après pour ton propre business ou de te valoriser à la bonne hauteur et de développer ton activité aussi avec ta vraie vision derrière et de l'assumer. Donc voilà. Donc je trouve qu'aussi l'effet miroir, il est super stimulant parce que tu vois des gens grandir devant toi, que ce soit les équipes, le CEO et tout, en disant, face au challenge qu'ils ont, tu dis, waouh, c'est fou cette personne, comme elle a changé de mindset, comme elle pense les choses différemment. Donc, dans tes échanges, déjà, ça fait écho. Et toi-même, tu changes énormément. Et là, dernièrement, ma plus grosse satisfaction, c'est le CEO avec qui je bosse qui m'a dit, franchement, ton changement en un an, il me dit, c'est ultra inspirant. Et quand quelqu'un t'inspire, c'est un peu ton mentor avec qui tu bosses depuis 2 ans et qui te dit ça, tu dis, OK, là, on a passé une super année. Cette année, on peut encore mieux. Enfin, tu sens que, en fait, ça a été vraiment le cercle vertueux mutuel, en fait. Donc, ouais, je dirais que c'est un peu ça mes leçons. C'est que forcément, ça t'apporte, toi. Mais il faut rester dans ce truc de effet miroir. Tu te dis, pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me bloque? Pourquoi j'y arrive pas? Parce que, si ça avance pas, le problème, c'est toi. Et à partir du moment où tu sais ça, tu dis comment je débloque le truc, quoi. Tu vois. Yes. Et en plus, ouais, c'est vraiment intéressant c'est pour ça qu'on voulait aborder ce sujet-là avec toi, parce que on répète souvent aussi que si le meilleur moyen de croître, c'est vraiment d'accompagner quelqu'un qui a envie de croître et de croître avec lui, parce que comme tu dis, oui, il y a faire croître son entreprise, mais faire croître son entreprise, ça passe avant tout à croître soi-même.
C'est à travers sa croissance personnelle qu'on arrive justement à faire croître son entreprise. Et donc là, toi, tu l'as fait pour le compte d'un client, avec un client, et du coup, forcément, ça t'a donné des outils, des armes pour le faire de ton côté. C'est ça. Ouais. C'est hyper inspirant. Hyper inspirant. Je pense que les gens qui vont nous regarder ou nous écouter, j'espère que ça fait écho avec eux. Et justement, pour clore un peu cet épisode et pour parler un peu plus directement aux personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un message à passer à ces personnes qui nous écoutent pour les guider, pour les motiver en fait à emprunter un peu le chemin que toi t'as emprunté et pour les aider à eux aussi accompagner la croissance de leurs clients, croissance exponentielle. Alors, j'ai peut-être 2 choses à dire. Moi, je dis tout le temps une phrase dans le business, c'est les belles choses prennent du temps, et j'y crois dur comme fer. Parce que je crois qu'il y a rien qui se fait. Moi, là, j'arrive, concrètement, on dirait que c'est simple. Je parle d'un truc et tout, mais ça fait 10 ans que je vois des croissances. Ça fait 10 ans que je suis dans un écosystème entrepreneurial. Il y a rien sans rien. Donc, je me suis sentie aussi d'accompagner des CEO comme ça parce que j'en ai vu déjà 7 ans avant, tous les jours en face de moi avec des ups et des downs. Donc, déjà, voilà, il y a lire entre les lignes du parcours de la personne que vous écoutez en podcast, parce que des fois, on fantasme un peu et on se dit, waouh, ça a l'air ouf, j'y arriverai jamais. Non, pas du tout. C'est juste une question d'expérience, de temps, d'analyse, de hard skills à développer un peu, et puis surtout de soft skills. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire, est-ce que tu investis ou pas chez tes clients. Et quand je dis que tu investis, c'est le temps que tu vas y mettre. Est-ce que tu es venu pour durer ou est-ce que tu veux juste briller? Si tu veux du one shot, forcément, tu n'auras pas ces expériences que je viens de décrire, parce que c'est pas du tout la vision qu'il faut pour accompagner ces gens-là. Donc déjà, ça, ce serait peut-être mon premier retour d'expérience, c'est ça prend du temps, mais c'est jamais impossible. Donc il faut croire en soi et juste faire son truc. Et la deuxième chose, c'est pas avoir peur, parce que je sais, en côtoyant d'autres OBM, qu'elles ont peur d'y aller des fois sur ce qu'on peut appeler des plus gros poissons, des gens qui ont déjà fait un certain chiffre d'affaires, qui sont déjà un peu accomplis sur leur marché et qui veulent aller à la next step. Mais au contraire, en fait, c'est là où il y a le plus à s'éclater en interne, parce qu'il y a un peu de moyens. Donc déjà, on peut investir, on peut faire des trucs, on peut vraiment mener à bien ses idées. Et la deuxième chose, c'est que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc en fait, ça a beau être beau sur Instagram, quand tu rentres dans le business, c'est un chaos total, il y a tout à faire. Et donc, quand tu es OBM, comme toi, tu aimes bien structurer, mettre en place et tout, au final, c'est là où tu vas t'éclater le plus que sur un plus petit client où tu vas devoir tout gérer et où tu vas avoir des blocages mindset en plus à lever. Tu vas avoir un rôle limite de coach mindset en tant qu'OBM sur des plus petites structures qui va te bouffer ton énergie, parce qu'à terme, le mindset, c'est propre au CEO que tu accompagnes. Donc, tu sais pas à quel niveau il va se débloquer. Alors que si tu vises des plus gros, ils ont déjà passé tellement de steps que ça va te stimuler différemment, en fait, parce que tu vas vraiment faire ta posture d'entrée de jeu et tu vas moins être dans cette relation plus coaching, mais vraiment implémentation, j'y vais, bras droit, posture, parler d'égal à égal, quoi. Donc là-dessus, ouais, c'est ce que je dirais, pas avoir peur et bon, prendre le temps qu'il faut, parce que forcément, ça se fait pas en un jour, mais tout est possible, quoi. Ok, très clair. Écoute, pour finir, comment t'envisages l'avenir déjà de ta collaboration avec ce client et le tien? Oui, ton développement, toi, en tant qu'OBM. Et moi, mon développement en tant qu'OBM, franchement, pour l'instant, mon seul objectif, c'est d'avoir 2 à 3 clients similaires à ce client et les amener à la croissance, parce que ça demande beaucoup de temps, d'investissement et d'énergie, comme vous l'avez compris en fin de cet épisode. Donc du coup, foncièrement, je peux pas en avoir 10, sinon je n'ai plus de santé à la fin de l'année. Donc là, je voudrais vraiment me focus là-dessus, recréer la même relation humaine avec les 2 futurs clients que j'aimerais accompagner sur cette année. Monter en compétences, on va dire modéliser tout ce que j'ai vu sur la réussite et après et sur ce que j'ai pu mettre, et après essayer de modéliser une méthode à moi par la suite pour pouvoir la transmettre au plus grand nombre. Mais là, je suis encore pour moi baby, quoi. C'est-à-dire, je pense que je suis qu'aux prémices de ce que je vois du scaling, etc. Mais ouais, j'aimerais bien après créer une méthode de scaling et pouvoir aider des gens avec cette casquette OBM et les accompagner un max pour y arriver, parce que je crois qu'on s'en fait un peu une montagne. Mais finalement, quand tu as une bonne boussole et une bonne carte, la rando, ça se passe bien, tu vois. Donc, il n'y a pas de quoi s'en faire toute une montagne, justement, avant d'y aller. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Super. Écoute, on se refera un épisode pour voir où t'en es de tout ça d'ici quelques temps. Ce serait cool. Puis, ok. Merci beaucoup, en tout cas, Marine, pour ce beau retour d'expérience. Merci à vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Oui. À la prochaine. Allez, ciao, ciao. Merci Marine, ciao, ciao.